Fernand Campariol, vous êtes auteur, vous êtes écrivain, et donc c'est votre... Je suis pas écrivain, je suis plutôt écrivain, oui, c'est un mot que j'emploie moins souvent. Disons que je ne l'emploie pas trop parce que je considère qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est déjà un peu bien installé dans le monde, si vous voulez, de la vente des livres. Moi, je suis plutôt raconteur d'histoire, romancier, je le revendique, hein, d'une manière un peu plus, si vous voulez, un peu plus, disons, plus modeste, voilà, en fait. Donc là, c'est votre 6e ouvrage. 7e ouvrage. 7e. Le journaliste qui avait fait l'article s'est un peu trompé. Bon, c'est le 7e ouvrage, voilà. Dans le chiffre 7, en général, porte bonheur. D'accord, donc 7e ouvrage qui s'appelle Et les vignes renaîtront, qui vient de sortir, que nous avons devant nous à l'image. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'histoire de ce livre? C'est-à-dire que ce livre, il fait suite à un livre qui s'appelle Des vignes de l'arme et d'amour, qui a pour cadre les Corbières catalanes, c'est-à-dire à la frontière du Roussillon, la région de Vingrau, Rivesaltes, et le sud de l'Aude, si vous voulez. Donc c'est un milieu viticole, mais en même temps où l'histoire, disons, régionale, en particulier l'histoire médiévale, est très, très riche aussi. Il y a des châteaux médiévaux, il y a des châteaux cathares, mais qui souvent servent, disons, de label pour la vente des produits régionaux. En fait, les châteaux cathares, ils sont pas tous cathares. Alors, donc j'ai choisi ce coin de Vingrau, c'est un triangle particulier parce que c'est Vingrau, Opoul-Périos, vous voyez, Tautavel. Là, c'est écrit la vigne dans un vallon, qui est très, très joli à voir. Et en même temps, il y a la préhistoire, entre Tautavel et Vingrau, c'est 2 villages. C'est situé à 6 km, donc il y a ce village entre ces 2 villages plutôt, il y a la côte de l'Arago qu'on appelle, où l'homme de la préhistoire, l'Homo erectus, dont il y a que 500 millions d'années, 500 000 ans plutôt, 500 000 ans, avait été observateur disons, si vous voulez, de ces lieux, puisque là, à cette époque-là, où la vigne actuellement, il y avait une steppe. Et donc moi j'ai écrit l'histoire parce que j'aime bien une histoire qui s'inscrit dans la préhistoire, dans l'histoire économique et dans le monde médiéval. Parce que ce sont des 3 passions que je continue à avoir, que j'ai depuis longtemps, vous voyez. Donc j'ai rencontré les gens du village, à Vingrau, je connais les vignerons, etc. Ce milieu de la vigne, je le connais, puisque quand j'étais jeune, je travaillais déjà à la vigne, parce que je suis d'origine gasconne, je suis né dans le Gers, vous voyez. Le début du Gers, vers les premières collines qui ondulent vers l'Île-Jourdain, vous voyez, Gimont. Et j'ai toujours aimé la vigne, c'est un milieu que je connais. Mais j'étais séduit par l'Aude parce que je trouve ce paysage sec, le côté sec, la sécheresse de l'Aude, vraiment me plaît beaucoup dans ces paysages, j'adore ça, quoi. Justement, les paysages, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce que vous écrivez. Vous y attachez vraiment une importance particulière. Voilà la question, puisque en général, moi je revendique l'image de romancier descriptif. C'est-à-dire que, pour moi, les personnages qui évoluent dans une histoire doivent évoluer dans un cadre qui est très prégnant. Il faut que pour moi, le décor, c'est important. Je traduis le décor, si vous voulez, d'une manière littéraire, mais comme le ferait un peintre aussi. C'est parce que, pour moi, ça me plaît beaucoup. Il y a des auteurs, qui écrivent des livres uniquement psychologiques. J'ai un ami que vous pourrez, si vous voulez un jour le découvrir, lui, il est chroniqueur littéraire à une radio locale à Altitude FM. Et lui, il est uniquement, vous voyez, romancier psychologique. Et moi, disons que j'axe beaucoup l'histoire sur l'évolution des personnages dans le décor, quoi. D'accord. Justement, à l'exception peut-être de un ou deux, on voit que c'est plutôt la région qui est dépeinte dans vos ouvrages. Oui, la région au sens là du terme, c'est-à-dire que ça peut être là bientôt je vais peut-être aborder le Tarn ou la région, etc. Mais c'est vrai, c'est le grand sud-ouest, enfin le sud-ouest, quoi. C'est vrai. D'accord. Alors justement, donc on l'a dit, ce roman fait suite à Des vignes, des larmes et d'amour, qui était sorti en 2004. Vous variez pas mal les genres dans ce que vous écrivez. Finalement, pourquoi? Pour pas vous lasser, C'est une très bonne question encore. Oui. Alors d'abord, premièrement, là, par exemple, les deux premiers c'est les 2 premiers romans, oui, que j'ai sortis. Des vignes de l'âme d'amour, qui a pour cadre, dont je vous l'ai dit, le village de Vingrau. C'est l'histoire de la famille Puech, etc., dont le fils va devenir chômeur par la suite, et malheureusement il va reprendre la terre, et ce qui fait suite au livre Et les vignes renaîtront, parce que le fils, dans ce second ouvrage qui est la suite, qui te demande de lecteur. Donc là, c'est vrai que je parle donc du problème du chômage, en même temps, comment un homme qui a quitté la terre va-t-il succéder à ce que fait son père, et avec les problèmes qu'il y aura. Mais sinon, à part ça, oui, c'est vrai que je peux varier le genre. J'aime bien m'attaquer à un genre, au plan littéraire aussi, parce que c'est une difficulté intéressante. Moi, j'aime bien la difficulté.
pas au sens vraiment qu'elle soit insurmontable, mais dans le domaine littéraire, c'est un sujet que j'ai abordé, oui, puisque j'ai écrit un recueil de nouvelles, un roman policier, un roman historique, un roman du voyage, mais mais là c'est avec la nature toujours présente, et là je suis en train de revenir au roman historique. Il y a deux axes que j'aime beaucoup, c'est le roman historique et le roman régional, oui, j'aime beaucoup ça, oui. Et j'aime bien varier le genre, oui. Et justement, alors on va essayer de dévoiler peut-être un petit secret. Le prochain ouvrage que vous avez prévu de faire, ce serait plutôt quel genre? Eh bien justement, je crois que je l'ai révélé après dans la dernière phrase que je viens de prononcer. Ça sera un roman historique dont l'action se déroulera en Égypte. D'accord. Alors là, c'est très curieux, c'est que quand je voyage, je suis très pris par, l'observation des lieux. Et c'est vrai que les voyages me marquent. Quand je fais un voyage comme l'Égypte, par exemple, où c'est un plongeon dans le passé antique, il est certain que là, j'ai vraiment été intéressé. D'autant plus que j'ai une passion aussi pour, si vous voulez, Bonaparte, Napoléon. Non pas en tant que c'est un faiseur d'épopées, c'est sûr, mais il a fait des guerres, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple pour le roman que je vais écrire sur l'Égypte, qui se déroulera donc sur toute la vallée du Nil. Bon, j'ai appris que Bonaparte, en 1798, puisqu'il a fait une campagne d'Égypte qui a duré 3 ans, bien qu'il ne soit pas resté 3 ans, puisqu'il a passé le relais à d'autres généraux, Kléber et Menou, eh bien, j'ai appris que, par exemple, qu'il était parti avec 167 savants. Donc, le prochain roman va être un roman où la guerre sera à l'arrière-plan. C'est-à-dire que dans la plupart des romans qui ont été écrits par des grands écrivains, il y a des écrivains égyptiens, vous avez par exemple Robert Solé, Sinoué, etc. Eh bien là, ça sera donc, je vais choisir comme originalité le fait de montrer le travail que les savants ont fait, disons, parce qu'ils ont observé tous les temples du Nil, que j'ai observé moi-même. Alors ce qui est intéressant, c'est de brasser ce présent et ce passé. Et ça m'intéresse beaucoup, ça m'a fasciné, quoi. Et je n'ai passé que 8 jours, mais ces 8 jours ont été suffisants pour déclencher en moi l'envie d'écrire un roman historique. Puis j'aime beaucoup le roman historique, les grands maîtres du roman historique, c'est Stendhal en particulier, Victor Hugo aussi, mais Stendhal j'adore beaucoup, Le Rouge et le Noir, etc. Il y a d'autres, Il y a aussi Malraux, La condition humaine, etc. Et le roman historique, pour moi, le romancier, j'aime bien, disons, l'activité de romancier aussi parce que l'auteur fait passer sa personnalité à travers des personnages différents. C'est ça d'ailleurs. Pour moi, je revendique l'image de romancier. J'aime pas du tout l'image d'autofiction, par exemple, où on parle de soi pendant 300 pages, ça m'intéresse pas. Bien que ce soit des auteurs très connus qui le pratiquent de manière parfaite. Voilà. J'ai toujours aimé et j'ai même aimé que je commence à écrire, j'ai toujours écrit des poèmes, j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, quand je suis devenu instituteur, j'étais davantage, évidemment, comme vous le devinez, j'étais meilleur en français qu'en maths, ça c'est sûr. Puisque là, j'ai passé mon concours d'entrée à l'école normale, j'ai raté mon concours d'entrée à l'école normale à cause des mathématiques. L'oral, je l'ai raté. J'ai réussi l'écrit, je me suis fait étendre, comme on dit, à l'oral, quoi. Bonjour, alors aujourd'hui on se rencontre puisque vous venez de recevoir ce week-end le Grand Prix littéraire de la ville de Toulouse pour votre roman Le Maître du Safran, pardon. Alors première question, elle est évidente, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu ce prix ? Écoutez, un prix c'est toujours quelque chose d'important pour un auteur, c'est une reconnaissance bien évidemment. Celui-là est un peu particulier dans la mesure où il est dans un salon du livre au contact donc des lecteurs immédiatement. Il est sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux, ce qui donne quand même un lustre important. Il se situe dans le cadre de l'Hôtel La César, tout un tas de choses qui font qu'effectivement il y a un prestige entre guillemets dans ce prix. Donc effectivement je suis très heureux de l'avoir. Et puis ça tombe bien puisque vous avez reçu donc comme vous le dites à l'Hôtel de la César, qui est quand même historiquement parlant important pour la ville de Toulouse. Ça tombe bien puisque votre roman c'est, on peut le dire, un roman historique basé sur l'histoire de Toulouse et plus notamment de la route du safran. Donc voilà, ça a vraiment une symbolique particulière. Tout à fait, étant donné qu'en plus le safran est une histoire peu connue, si vous voulez, un petit peu oubliée à Toulouse. C'est une période, c'est le XVe siècle, c'est la richesse de Toulouse et de la région toulousaine, juste avant qu'arrive la période florissante du pastel. Et le pastel, bien évidemment, est incarné par l'Hôtel La César. Le pastel a balayé un petit peu cette histoire du safran jusque dans les mémoires. Donc effectivement, rappeler cette mémoire, cette histoire de la route du safran dans les lieux du pastel, il y a une continuité intéressante pour Toulouse. Est-ce que c'est pas trop dur de passer du métier de journaliste à écrivain ?
Non, écoutez, j'aime bien l'expression qui consiste à dire que je suis journaliste de La Dépêche et non pas simplement à La Dépêche. J'y suis depuis 35 ans, j'y suis bien, j'ai passé toute ma carrière ici et avec beaucoup de bonheur, beaucoup de liberté. Et maintenant, effectivement, ce prix en plus arrive au moment où je m'apprête un petit peu à quitter mes activités professionnelles, puisque à la fin de l'année scolaire, je ne serai plus à La Dépêche du Midi. Je prendrai ma retraite et là, je me prépare donc à écrire d'autres livres. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les prix que j'ai reçus hier celui de la ville de Toulouse à l'Hôtel de César, j'avais reçu au printemps le prix de l'Académie des Jeux Fleuraux, ça fait 2 prix pour le même bouquin, c'est un encouragement fantastique pour continuer, ce que je vais m'empresser de faire. Oui, effectivement, pour un quatrième livre, c'est plutôt une progression intéressante. Absolument. Alors justement, pour reparler un petit peu de ce livre, on va en résumer un petit peu l'histoire quand même pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le lire. Comment on pourrait le résumer assez brièvement? Il y a 3 plans, si vous voulez, 3 grilles de lecture. Premièrement, c'est le XVe siècle. Le XVe siècle, en Europe occidentale et singulièrement ici, c'est un siècle dans lequel on sait que les choses vont changer. Géographiquement, on sait qu'on va découvrir quelque chose, on ne sait pas encore si c'est l'Amérique, on va découvrir quelque chose. À l'ouest, la reconquête chrétienne sur l'Espagne va s'accomplir aussi. Donc le monde va changer. On ne sait pas très bien vers quoi il va déboucher. On en a peur autant qu'on en est en appétit. Ça me fait penser un petit peu au siècle dans lequel on est. Il y a une espèce de similitude. Deuxièmement, cette histoire du safran, si vous voulez, qui est quand même un petit peu glorieuse pour Toulouse. Et troisièmement, ce qui m'importe peut-être le plus, c'est le problème de la transmission. C'est pour ça que j'ai mis en scène, si vous voulez, un maître et son élève. Je suis un petit peu inquiet aujourd'hui de voir que, pour tout un tas de raisons, qui sont légitimes par ailleurs, la question de la transmission des valeurs, des connaissances, du savoir, cette chaîne est un petit peu rompue aujourd'hui. En tout cas, elle souffre d'une discontinuité un petit peu inquiétante. Donc j'ai voulu poser aussi ce problème de la transmission des valeurs, des connaissances et des savoirs. Alors, est-ce qu'on peut considérer que vos livres sont d'utilité publique? Alors, je m'explique. Tout simplement parce que vous, que ce soit les 3 précédents ou celui-ci, ça part quand même d'histoires régionales que vous racontez à votre façon, mais qui partent quand même d'histoires qui sont ancrées dans notre région. Donc, ça peut être intéressant. Justement, on parle de transmission pour transmettre aux jeunes générations. Donc, ils sont d'utilité publique ou pas? Écoutez, c'est très gentil à vous de pouvoir le penser. Moi, je l'espère en tout cas. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voir en vous disant, voilà, vous m'avez fait passer un bon moment, lecteur, vous m'avez fait passer un bon moment et j'ai appris quelque chose, moi je suis le plus heureux des hommes. C'est vrai que le problème de la transmission est un problème tout à fait capital. Alors bon, moi j'ai pas trop d'imagination en la matière, c'est pour ça que je me réfugie derrière des histoires d'individus, des trajectoires un peu exceptionnelles, ainsi de suite. Mais au travers, effectivement, je me sers de ces histoires comme des prétextes pour faire passer effectivement, d'abord, un peu de connaissances historiques, ça fait de mal à personne. Deuxièmement, certaines valeurs auxquelles je crois et dont je crois aussi qu'il faut les maintenir et les promouvoir. Et puis pour enfoncer le clou concernant l'utilité publique, ce roman-là commence par une histoire d'incendie qui a eu lieu à Toulouse, qui explique qu'on a dû reconstruire la ville en briques, d'où le nom la ville rose. Donc voilà, pour continuer dans ce même sens, voilà, je tenais à le préciser. Autre chose, la route du safran, on en a parlé. Et puis il y a aussi, on parlait des axes de lecture du livre, il y a aussi cette histoire de construction qu'on a, la construction à la fois intérieure, puisque le jeune élève tout au long du roman se construit intérieurement, et puis aussi en même temps la reconstruction de la ville. Cet axe-là aussi, je suppose, est important de votre livre. Je m'aperçois que vous l'avez lu avec attention et j'en suis ravi. Effectivement, je crois qu'il y a une construction, si vous voulez, pratique, opérative, qui est la construction de la ville, la construction de murs, tout simplement. Et parallèlement, et dans le même temps plutôt, il y a la construction de soi-même. Je crois que les 2 choses peuvent être analysées effectivement de la même manière. Opérative et symbolique. Les 2, effectivement, ont besoin l'un de l'autre. Il y avait une histoire de livre que vous essayez de faire sur Hannibal, un personnage compliqué. Alors, où en est le travail concernant Hannibal? Il progresse, mais je m'en sors très mal dans cette affaire. Je m'en sors toujours très mal, parce qu'en fin de compte, Hannibal est un personnage de roman en soi,
Donc effectivement, j'ai trop d'histoires et pas assez de romans. L'équilibre, c'est dans les romans historiques, est toujours très très difficile à trouver. C'est la difficulté du roman historique. Je vous avoue que je m'en sors mal. Puis en plus, j'ai pas le temps pour l'instant. Donc je travaille à la Dépêche du Midi. Mais écoutez, puisque je vous ai dit que je prenais ma retraite dans pas longtemps, donc je vais m'y plonger un peu plus. J'espère bien m'en sortir, malgré cette difficulté, je le répète, qui est d'essayer de trouver donc cet équilibre entre ce qui est vraiment historique, que l'on connaît au travers des textes anciens, et du roman. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin d'Hannibal. C'est pas trop la traversée des Alpes, c'est la fin. C'est-à-dire comment ce monsieur qui a été un plus grand général de l'Antiquité, qui a fait trembler Rome pendant très longtemps, se retrouve à la fin de sa vie, à l'autre bout de la Méditerranée, 63 ans, presque autant de cicatrices, borgne, il a perdu un œil dans les marais pontins autour de Rome, et il est obligé de se suicider quand les Romains vont venir le prendre parce qu'il a été trahi par le roi, qui hébergeait, au mépris de toutes les traditions d'hospitalité de la Méditerranée. C'est ce drame, si vous voulez, qui m'intéresse beaucoup plus. Mais je vous dis, je m'en sors très difficilement pour l'instant. Bon, du coup, le prochain roman, c'est quoi? C'est plutôt, on essaie d'abord de terminer Hannibal ou il y a un autre projet? J'ai un autre projet. En attendant Hannibal, je me donne du temps. Il me faudra du temps. Je m'intéresse beaucoup aux Cagots. Les Cagots, c'est une population qui a vécu qui était identifiée jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à Louis XIV à peu près, et qui était une population de réprouvés. On ne connaît pas trop l'origine de ces gens. Et je m'intéresse un petit peu à ça. Il y a un côté, effectivement. J'aime bien les réprouvés. Je suis du côté des réprouvés, quoi. Voilà. Merci encore Jean-Jacques Rouch de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis donc, on vous félicite encore une fois de plus pour ces deux prix que vous avez eus. Là, celui-là qui est très récent et celui qui avait juste avant. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.